Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue, merci d'avoir bravé ce terrible coronavirus pour vous joindre à cette séance exceptionnelle du Conseil communautaire qui fait suite à celui de mardi dernier où malheureusement le quorum n'a pas été atteint et a été reconvoqué pour faute de quorum selon les règles du Code général des collectivités. Donc aujourd'hui, je vais faire l'appel, mais ce conseil communautaire pourra délibérer valablement. Voilà. Pour la commune de Briançon, Gérard Fromm, Nicole Guérin, Francine Dardenne, Éric Pétieux, Catherine Guigli absente, Fanny Bovetto absente également, Maurice Dufour, Yvon Aiguier, Gilles Martinez, Marie Marchello, M. Prorel, René Petelet, M. Jeffal, Madame Claude Jiménez qui a donné pouvoir à Alain Prorel, Romain Grisca, Catherine Valdener, M. Monnier-Bruno et Madame Mulac-Catherine. Pour Servières, M. Vioujas, pour la Grave, M. Sevrez, pour Monétier-les-Bains, Anne-Marie Forjoux, Roger Guglielmetti, pour Montgenèvre, M. Hermite, pour Névache, M. Chevalier, pour Puy-Saint-André, M. Leroy a donné pouvoir à Mme Alire. Ouais. Pour Puy-Saint-Pierre, M. Barnéou, absent. Pour la commune de Saint-Chaffré, Mme Blanchard, Mme Alire, M. Galliano. Félicitations. Ça fait 2 fois quand même. 2 fois. Pour la salle Les Alpes, Gilles Perly et Émeric Salle t'a donné pouvoir. Pour Val-des-Prés, Thierry Bouchier. 2 fois aussi. 2 fois. Ah. Pour Villard-d'Arène, Monsieur Fons. Pour Villars-Saint-Pancras, Sébastien Fine, je suis là. Patricia Arnaud, absente. Et Charles Perrineau, absente. Absent, pardon. Il nous faut un secrétaire ou une secrétaire de séance. Monsieur Perly. Secrétaire suppléant, il n'y aura pas de personne qui sort. Du coup. Donc, l'ordre du jour de ce conseil communautaire n'a pas changé depuis mardi, puisque nous avons reconvoqué sur la même, avec le même ordre du jour. Donc, vous avez tous été destinataires du précédent procès-verbal du Conseil communautaire en date du mardi 25 février, dans lequel nous avons débattu sur de nombreux points, et notamment les budgets. Est-ce que le compte-rendu de ce Conseil communautaire du mardi 25 février appelle des commentaires de votre part? Aucune remarque, je le soumets aux voix. Des abstentions, des votes contre, je suppose qu'il est. Donc il est donc adopté à l'unanimité. Merci. Le compte-rendu des décisions prises au titre des délégations, des décisions du président. Donc vous avez eu également les décisions qui ont été prises, l'attribution des marchés de fourniture des composteurs individuels et la sollicitation de l'aide de l'État pour le fonctionnement 2020 de l'espace France Service du Briançonnais. Le compte-rendu des décisions de bureau concernant le centre d'intervention et de secours, la mise à disposition d'un agent contractuel au centre de gestion et l'approbation des règlements de collecte des déchetteries. Est-ce que ces décisions appellent des remarques de votre part? Aucune. Compte-rendu des arrêtés du président portant délégation de signature, notamment sur la signature électronique de Madame la Directrice Générale des Services, portant sur la modification d'arrêtés instituant une régie de recettes, et sur la mise à disposition de la salle du BIT de la Vachette Val-des-Prés pour les élections municipales de mars 2020. Ces décisions, est-ce qu'elles amènent des remarques de votre part? Donc je suppose qu'elles sont adoptées. Madame Guérin, bienvenue.
tombez bien, nous commençons juste le premier point à l'ordre du jour. Donc le premier point à l'ordre du jour concerne les travaux pour l'aménagement d'aires d'accueil des gens du voyage. Et c'est d'ailleurs pour ça que le conseil communautaire de mardi, qui était assez proche des échéances électorales, devait avoir lieu et délibérer valablement, parce que ces échéances cette délibération impacte sur les échéances futures et aurait pu retarder de plusieurs mois la réalisation de cette aire d'accueil, qui somme toute semble extrêmement importante à être réalisée dans les prochains mois. Dans le Briançonnais, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on entend il faut une aire d'accueil, et maintenant on est dans l'action. Donc voilà. Donc le contexte, vous le savez, cette aire d'accueil prévoit 20 emplacements avec édicule privatif, un bureau pour le logement du gardien, des ouvrages de protection, et elle se situe à la croisée de 3 communes, celle de Briançon, de Puy-Saint-André et de Villars-Saint-Pancrace, à proximité de la zone d'activité de Pont-la-Lame. Le montant prévisionnel des travaux est de l'ordre de 1 300 000 € hors taxes, et nous avons des subventions actées de la région et de l'État, qui présentent un pourcentage au-delà de 50% de subventions par rapport à ces travaux. Donc afin d'aménager cette aire d'accueil, il a fallu faire un appel d'offres, et nous avons donc divisé cet appel d'offres en plusieurs lots. Le lot numéro 1, le terrassement génie civil, les aménagements paysagers pour le numéro 2, le 3, la charpente, et 4, les petits édicules. Donc le lot numéro 1 a été attribué l'automne dernier à l'entreprise Blanchard pour un montant de 613 184 €, légèrement supérieur au montant prévisionnel de un peu plus de 20 000 €. L'entreprise Blanchard a commencé les travaux cet automne, de toute façon vous pouvez le voir quand vous passez à proximité, et maintenant il a fallu de nouveau relancer un appel d'offres, puisque les lots 2, 3 et 4 n'avaient pu être attribués à l'été dernier, et donc une nouvelle consultation s'est déroulée. Le 17 octobre, à la suite de cette consultation, le lot numéro 2 a fait l'objet d'une négociation. Les lots 3 et 4 ont été déclarés sans suite. Donc une troisième consultation a été lancée pour le lot 3 et 4, avec quelques modifications, c'est-à-dire sur le lot 4, la suppression d'une partie de l'édicule autour de l'évier extérieur et la conservation du mur de séparation. Et pour la charpente, en fait, l'idée c'est de faire tomber un mur et d'allonger la charpente de telle sorte à ce que l'extérieur soit couvert par cette charpente et par 2 poteaux. Vous avez la répartition des analyses des offres qui ont été faites, avec une pondération de 40% pour le prix des prestations et 60% pour le caractère technique. Suite à la commission d'appel d'offres, il est proposé donc de regarder le lot numéro 2 pour l'entreprise Jardiver Technique sur une base de son offre négociée, qui s'élève donc à 26 232 € hors taxe. Si on regarde par rapport à ce qui était évalué, on est dans un coût sensiblement similaire à 4 000 € près. Concernant le lot charpente couverture, donc il a été monté sur une tranche ferme. Pardon ? De ? D'accord, oui. Le lot numéro 3, le charpente couverture donc, a été conçu comme suit, avec une tranche ferme, la couverture des édicules et du local d'accueil, une tranche optionnelle. La couverture du logement de gardien, cette prestation est nécessaire, mais a été inscrite dans la tranche optionnelle dans l'attente d'attribution du permis modificatif. On est dans l'attente de l'attribution d'un permis modificatif sur les 3 communes. Et il semblait peu pertinent de le mettre dans la tranche ferme si jamais le permis de construire n'était pas accepté, et si jamais il est accepté, on aura la tranche conditionnelle. Donc il y a eu plusieurs entreprises qui ont répondu, Alpemédia AMC, Bérou, Saint-Bonnet Charpente et Davin. Donc l'analyse des offres et la valeur technique de ces entreprises, la valeur technique sont identiques, et c'est donc la valeur prix qui a guidé l'attribution de ce lot.
Donc la commission d'appel d'offres, après les analyses, on arrive à l'ERL d'Avin pour un montant de 94 900 € hors taxe. Pour le lot numéro 4, également une tranche ferme, une tranche optionnelle. Donc la tranche ferme, la pose des 20 édicules, le local d'accueil, la télégestion. Et la tranche optionnelle, la fourniture et pose d'un logement gardien, l'isolation des édicules. Donc le maître d'œuvre conseille au maître d'ouvrage de retenir la solution prestation supplémentaire qui prévoit l'isolation par l'extérieur. Cette solution ne permet pas de garantir une pérennité de l'ouvrage compte tenu de la fragilité des matériaux d'isolation. Donc les sociétés qui ont répondu, Francioli avec une variante, puisque les variantes étaient autorisées, et Sani Module, pardon. Les valeurs techniques sont sensiblement les mêmes, même si Sani Module a une valeur technique un peu plus faible. Par contre, sur le critère prix, il y a quand même un écart conséquent entre Francioli et Module. Donc la commission également propose dans le classement, la note finale, de retenir la société Sani Module pour un montant de 561 000 € hors taxe. Vous avez un tableau qui récapitule l'ensemble des différents montants et nous remarquons que par rapport au montant prévisionnel, nous avons finalement un appel d'offres qui est quand même assez bien centré sur ce que nous avons prévu à 30 000 € près, hein, c'est-à-dire en moins de la valeur qu'on avait estimée. Donc par rapport à tout ça, est-ce que le conseil communautaire est appelé à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à attribuer le lot de marché numéro 2 à Jardiver avec le montant négocié de 26 232,25 €. Le lot numéro 3, le charpent de bois couverture à l'entreprise d'Avin pour un montant négocié de 94 900 € hors taxe. Et le marché édicule préfabriqué télégestion avec l'entreprise Module, désigné pour 561 220 € hors taxe. Est-ce que vous avez des questions ? Donc pas de questions, je vous mets ces délibérations aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions à l'unanimité? Merci. Donc les travaux pourront débuter dans les prochains mois, c'est ça, Isabelle? Oui, du lot numéro 1 des VRD avait besoin de se mettre en relation avec l'attributaire des édicules pour bien caler les arrivées de réseau, etc. Donc à partir du moment où ça peut être fait, le Blanchard pourra recommencer les travaux à condition que le temps le permette. Hein. Et puis après ça pourra s'enchaîner. Par contre les modules mettent un petit moment à être fabriqués parce que c'est tout préfabriqué en usine. Donc il y a un temps de préparation, de création des modules. D'accord. Pour votre parfaite information, merci beaucoup. Le délibération numéro 2, puisque nous sommes sur l'aire d'accueil des gens du voyage, et c'était aussi une délibération importante, parce que il faut que l'on réfléchisse, on a réfléchi, il faut que l'on acte la gestion de cette aire d'accueil. Donc les élus ont fait quelques petits déplacements, notamment sur l'aire d'accueil d'Embrun. Aire d'accueil qui est visible du bord de la route et puis sur d'autres aires d'accueil aussi avant 2014, de telle sorte à regarder comment était gérée cette aire d'accueil. Donc on a regardé, alors c'est vrai qu'il y a eu, du moins on a eu des commentaires aussi sur les espaces externes de l'aire d'accueil, c'est-à-dire la proximité où parfois il peut y avoir quand même un petit peu de déchets ou de matériaux, mais en interne sur l'aire d'accueil, sur cette aire d'accueil, il semblerait qu'elle soit plutôt bien gérée puisque ça fait plusieurs années qu'elle est en fonction et lors de notre visite, finalement, on n'a pas trouvé de grosses dégradations ou d'édicules qui avaient été, par exemple, dégradés, cassés. Ça s'était vu à une époque sur le Briançonnais, à la fin des années 90, je crois, où une aire d'accueil avait été totalement financée dans la zone sud et quelques mois plus tard, tout avait été saccagé.
Voilà. Donc il est important quand même, vous avez vu cet investissement, un investissement d'1 300 000 €, c'est 1 500 000 € TTC, il est important que cet investissement soit aussi un investissement périn, et la gestion de cette structure est quand même quelque chose d'important, et sur laquelle il faut quand même se pencher. Donc, combien de places là en bas? C'est plus grand ou... Oui, je demandais combien il y avait de places à Embrun. À Embrun, je crois qu'on est sur à peu près la même dimension. On doit être une vingtaine de places. Goudronné totalement, donc et bon avec des édicules sur lesquels viennent se brancher l'électricité, l'eau, etc. Et Embrun a un mode de gestion avec une personne qui est là en permanence et qui accueille et qui oriente et qui également est en capacité de refuser la venue sur cette aire des familles qui parfois, puisque dans ces réseaux-là ils sont connus, ont posé des problèmes sur d'autres aires d'accueil, puisque c'est une association, je crois, qui gère, est en relation étroite avec les autres organismes, et que finalement dans ce milieu-là ils communiquent pas mal, et ils sont en capacité aussi de dire attention, ces familles-là sont des familles qu'il faut surveiller plus précisément, ces familles-là, et du coup ils ont quand même une gestion assez pointue de cette aire d'accueil, et je vous le dis, quand on l'a visité il y a 1 an et demi, elle présentait pas de dégradation, ni même de fonctionnement difficile, puisqu'il semblait que ces choses-là soient entrées dans l'ordre et soient gérées. La seule petite problématique, c'est peut-être sur Embrun la vision, c'est-à-dire qu'il faut faire tout un cheminement pour arriver à cette aire d'accueil et passer par une route en terre qui en fait c'était un des griefs que les gens du voyage faisaient à la collectivité sur Embrun. C'est parce qu'ils devaient emprunter une route en terre, et que ça pouvait salir, dégrader leur caravane, etc., etc. Voilà. Donc la réponse sur Embrun, 40 emplacements. Le dimensionnement de notre aire d'accueil s'est fait aussi en relation avec les services de l'État et les besoins du territoire. D'accord, c'est pas la collectivité non plus qui a d'un seul accord avec elle-même a dit. De toute façon, tout ça passe par des services et en concertation. Oui, tout à fait. Oui, je disais que normalement il devrait y avoir un schéma départemental d'accueil des gens du voyage, mais qui n'est plus en vigueur depuis 2017. Il y en a un V1 2012-2017, et puis l'État, enfin le département a oublié de le refaire. C'est le département qui pilote cette opération ? C'est la préfecture. La préfecture. Oui, non, c'est la préfecture, je dis des bêtises, oui, c'est la préfecture. Comment ? Il est en cours de révision. Ah, il est en cours de révision depuis 2017. Ah, ils ont relancé, ouais, bah, suite, je pense, aux différents problèmes des grandes migrations. Ils ont intégré des sédentaires. D'accord. Vaste question, les sédentaires et les nomades. Donc par rapport à tout ça, depuis le janvier 2017, donc vous savez que c'est une disposition légale, hein, donc l'aménagement, l'entretien, la gestion des aires d'accueil du gens du voyage incombe obligatoirement au Comcom. Donc il y a ce fameux schéma départemental qui prévoit la création de cette aire pour 20 emplacements. Et on espère qu'on va essayer de la finaliser d'ici la fin de l'année et de faire travailler les entreprises au cours de cet été. Donc par rapport à ça, la CCB a donc engagé une démarche pour examiner différentes options et scénarios de gestion. Nous avons donc un rapport qui nous a été remis par le concours de Gétudes consultantes
pour la gestion de cette aire d'accueil des gens du voyage. Donc ce rapport, qui est assez complet, fait état de divers modes de gestion. Donc trois formes. La première, c'est la régie directe, gestion directe, c'est-à-dire que la communauté de communes du Briançonnais, par ses moyens humains, donc ses agents, gère cette structure. Et puis donc il est marqué dans le rapport, je ne sais pas si vous voulez balayer à la page 5/16, ce mode de gestion reste bien entendu adapté à l'exploitation de l'aire d'accueil dans un premier temps, mais il semblerait que compte tenu des problématiques et du fait que cette aire d'accueil doit être gérée en permanence, que ce mode de gestion en régie n'est pas le plus opportun. La deuxième chose, c'est le marché public ou la concession. Donc le marché public, délégation de services publics, et la concession par le biais d'un appel d'offres, d'un passage de marché bien finalisé pour quelques années. Donc la DSP et le choix de concession, c'est plutôt ces modes de gestion-là qui vont être favorisés avec une préférence bien entendu pour un mode de gestion, puisque nous n'avons pas forcément du recul sur la gestion de cette aire d'accueil, avec une gestion peut-être un peu plus souple et malléable, avec un marché public et de ne pas passer dans un premier temps une délégation de service public, de telle sorte à ce qu'on ait quand même une marge de recul, c'est-à-dire que le prestataire, en fonction des éléments qu'on lui fournira, fera une proposition complète pour assurer la gestion. On a estimé que nous sommes aux alentours de, vous avez le tableau, de 82 000 euros de recettes pour 83 000 euros de charges et un coût pour la collectivité à peu près de 50 000 euros hors taxe. C'est une estimation. Une fois les subventions de la CAF déduites. Et donc, dans ce marché de services, vous avez un tableau qui représente à la fois les avantages et les inconvénients. Donc, l'exploitation par un spécialiste du domaine, la maîtrise budgétaire de la totalité des charges et des recettes par la collectivité. Les inconvénients, les moyens humains et le suivi de contrôle, la nécessité de créer une régie pour encaisser les recettes au niveau de la collectivité. Et peut-être un risque technique et commercial. Concernant la DSP, la concession, négociation au cours de la procédure, notre principale crainte, c'est que peut-être que sur un marché de DSP qui pourrait durer 2, 3, 4 ans, au bout de la première année, le délégataire vienne nous voir en disant j'ai mal fait mon business plan, il faudra également que vous participiez de nouveau, donc voilà, il faudra réajuster, tandis que là, on lance un appel d'offres, du moins du côté marché, on lance un appel d'offres, ils répondent en toute connaissance de cause sur un an, ou renouvelable peut-être, et comme ça nous permet aussi d'avoir une prospective. Les inconvénients, donc la concession, la participation à l'équilibre liée au taux d'occupation est plafonnée, le risque technique et commercial pour le concessionnaire, c'est-à-dire que c'est le concessionnaire qui en assume le risque. Les inconvénients, la validation de la convention Banda actuelle par le Trésor public qui peut poser des difficultés pour fixer la participation financière, c'est ce que je vous disais, de la collectivité, en particulier sur un démarrage. Voilà. Donc, il vous est proposé dans cette délibération que je vais vous lire... Donc le préambule, je vous l'ai lu. L'objet du rapport annexé à la présente est de vous fournir l'ensemble des éléments pour se prononcer sur le mode d'évolution. Dans un souci de bonne gestion et de proximité compte tenu de la spécificité de ce service, il est proposé de déléguer la gestion de ce service et de recourir à un marché public de services dont les principales caractéristiques sont les suivantes. Durée d'1 an, reconductible 3 fois, portant la durée maximale du marché à 4 ans. Le mode de rémunération au titre du titulaire sous la forme d'un free forfaitaire et global et des prestations confiées aux titulaires qui sont assurer l'accueil des gens du voyage, donc la gestion des arrivées, des départs, l'état des lieux, des emplacements loués, l'état civil des usagers, la présentation du règlement intérieur et la coordination
de l'attribution des places suivant les modalités du règlement intérieur, d'assurer le gardiennage et le bon fonctionnement de l'aire d'accueil en application du règlement, d'assurer la réalisation et le suivi de tous les actes de gestion d'administration courante nécessaires à la gestion de l'aire, d'assurer l'entretien courant et la maintenance de l'aire ainsi que les petites réparations, d'assurer la perception pour le compte de la communauté de communes des droits d'usage. Donc la communauté de communes garde la main aussi sur le prix de l'emplacement et encaisse. Vu l'arrêté préfectoral du 05-2019, du 5 juillet 2019, approuvant les statuts de la communauté de communes du Briançonnais, vu le Code général des collectivités, notamment ses articles L1411-1, L1411-4 et les suivants, vu le rapport que vous avez eu et dont nous avons fait la présentation, le bureau des vice-présidents a également donné un avis favorable. Le comité technique en date du 5 mars a donné également un avis favorable, considérant qu'il s'agit d'un équipement neuf et nouvellement mis en service pour lequel la communauté de communes ne dispose d'aucune donnée antérieure de fonctionnement, considérant que la collectivité ne souhaite pas s'engager sur une définition de sa participation d'équilibre, considérant que dans ces conditions, le marché de services apparaît comme la meilleure solution pour les premières années de fonctionnement. Il vous est donc proposé de se prononcer sur la gestion d'aire d'accueil des gens du voyage par le biais d'un mode externalisé pour un marché de prestation de services, d'autoriser, donc d'approuver ce mode de gestion, d'approuver le contenu des caractéristiques et d'autoriser le président ou son représentant de lancer ce marché tel que défini ci-dessus et à prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de cette procédure. Est-ce qu'il y a des questions autour de cette gestion? Oui, Francine. Oui, merci. Je trouve que la solution proposée est particulièrement adaptée parce que j'ai eu des échos, notamment sur Embrun, effectivement, où c'est un mode de fonctionnement qui fait ses preuves. Donc je pense qu'il ne faut rien inventer. Après, je me posais la question sur les petites réparations. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Et puis simplement faire la réflexion que, quel que soit le mode de gestion, mais particulièrement ce mode de gestion, je pense qu'il faut qu'il y ait tout le temps un lien avec la communauté de communes. Et donc, je ne sais pas qui est, au niveau de la communauté de communes, responsable, c'est Isabelle, sur les... Oui, non, les travaux, mais surtout la gestion. C'est-à-dire que je pense que, quel que soit le mode de gestion choisi, avec des concessions, affermage, délégation, etc., il faut toujours surveiller, mais comme l'huile sur le feu, quoi. Donc, ou le lait sur le feu. Donc, je me disais qu'il fallait vraiment qu'il y ait toujours un lien avec la communauté de communes. Moi, c'est ce que je pense par rapport à tout ce qui est délégation ou service. Voilà. C'est un an après qu'on s'aperçoit qu'il y a des problèmes et puis. Oui, sinon c'est un an après, au bout d'un an, qu'on s'aperçoit qu'il y a des problèmes et que c'est pas. Enfin, moi, je trouve que c'est qu'on maîtrise moins, quoi. Et je pense que il faut continuer à maîtriser d'une façon ou d'une autre, même si c'est délégué, même si on paye un prestataire, même si il faut qu'il y ait une surveillance. C'est ce que je pense. Comme dans tous les contrats de délégation, à mon sens, hein, on a eu quelques exemples. Je vais laisser répondre sur le côté plutôt technique Catherine Reiss sur ce dossier-là, le menu travaux, parce que je ne veux pas vous annoncer des bêtises non plus. Hein. Sensible dans ces contrats de gestion d'aire d'accueil, je vous parle d'expérience. La question des petits travaux de réparation, il va falloir le définir dans le cahier des charges de manière précise, parce que c'est le principal problème. Ce sont des équipements qui seront soumis à rude épreuve, notamment au niveau des sanitaires. Donc on est en permanence sollicité par le gestionnaire qui veut que l'on tranche pour qu'il sache si c'est à lui de prendre en charge les réparations, si ça fait partie de l'entretien courant, ou si c'est lié à une fragilité des locaux qu'on lui a mis à disposition, ou si c'est lié à une mauvaise utilisation. Donc la question de la gestion de l'aire d'accueil, elle est primordiale. Il faut que le gestionnaire soit présent et que surtout, vis-à-vis des occupants, il les responsabilise. Et la responsabilisation, elle passe par la perception par avance
des redevances. C'est-à-dire que la personne qui arrive sur l'aire d'accueil, on lui demande immédiatement, et ça fait partie du règlement intérieur, de payer une avance sur l'occupation qu'il va avoir de l'emplacement. Et s'il dégrade les installations, ce qu'il a versé par avance est conservé. Donc il faut arriver à obtenir en permanence qu'il y ait une avance de disponible. Et l'avance, il faut la renouveler toutes les semaines. Donc le gestionnaire, toutes les semaines, il va faire le tour de toutes les familles installées pour leur demander de renouveler l'avance qu'ils ont versée au fur et à mesure de leur présence et des consommations de fluides, etc. Après ça, voilà, une aire d'accueil qui fonctionne bien, c'est aussi une aire d'accueil que les gens du voyage considèrent comme agréable et confortable, et ils respectent d'autant plus les installations qu'ils la trouvent adaptée à leurs besoins. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir des installations bien conçues au départ, et après ça, elles seront en général bien respectées. Pour ça, comme le disait Sébastien, il y a des familles qui sont identifiées en France comme étant des familles à problème, et ça c'est aussi le point fort d'une gestion par une association qui connaît bien les us et coutumes, qui connaît bien les familles, qui a son réseau en France, pour identifier les familles à problème, et si possible éviter qu'elles posent des problèmes, ce qui n'est pas toujours possible. Maintenant, les relations avec le gestionnaire, comme le disait Sébastien, dans tout contrat, il faut suivre, c'est toujours pareil, déléguer, c'est faire mais pas laisser faire, donc il faut contrôler. Et si c'est une association effectivement qui connaît bien les gens du voyage, je peux vous dire qu'elle va nous solliciter parce qu'elle ne va pas vouloir gérer seule, elle va nous solliciter, et en général c'est un service qui est relativement chronophage. Donc ce sera le service affaires sociales qui suivra la gestion de l'aire d'accueil. Parce qu'au-delà de la gestion au quotidien, il va se poser aussi des questions sur la gestion sociale de l'aire d'accueil, parce qu'il y a des enfants à scolariser, donc où est-ce qu'on les scolarise? Il y a toujours des personnes qui sont malades, donc ils vont demander une dérogation pour rester plus de 3 mois sur l'aire. L'objectif, c'est que l'aire d'accueil, elle tourne, qu'il n'y ait pas des familles qui se sédentarisent. Donc il faut aussi que le gestionnaire, tous les 3 mois, il incite les familles qui sont là depuis 3 mois à respecter le règlement et à partir. Quand il y a une personne hospitalisée, elle va demander une dérogation. Enfin, il y a beaucoup de relations à avoir avec le gestionnaire. C'est pas on signe le contrat puis on s'en occupe plus. Ça, je peux. Donc voilà, la personne qui aura à suivre ce dossier, je pense qu'elle sera mobilisée. Non, c'est pas vous. Donc Isabelle va suivre le chantier, mais derrière, une fois que c'est Jacques maintenant, excusez-moi, elle a suivi les appels d'offres. Jacques Sosa, service bâtiment, va suivre les travaux, et ensuite ça passera au service affaires sociales pour suivre au quotidien l'aire d'accueil. Service affaires sociales pour lequel il y a un recrutement en cours puisque Mme Ravel part en retraite dans le courant de l'année, enfin vers le mois de septembre. Francine, ça a répondu à tes questionnements, voilà, en sachant que le pôle social sera donc mobilisé et une personne ou le chef de pôle sera aussi dans la boucle pour suivre le déroulé de cette gestion. Nicole Guérin. Non, moi c'est juste parce que j'ai bien compris que Madame Reiss nous a dit que effectivement ce serait une lourde tâche, et je me demandais si la formation d'un comité de suivi au niveau des élus ne serait pas un support important pour les services et pouvait pas être faite comme dans de nombreuses délégations de services publics. C'est une suggestion, hein, c'est tout. Il existe déjà ce comité de suivi au sein de la collectivité avec les forces de l'ordre également. Je crois que c'est Jean-Louis Chevalier qui siège dans ce comité. Je pense qu'on voilà, c'est une bonne idée. De toute façon, il faut que les élus également soient informés officiellement et autrement que par peut-être des bruits en disant là c'est dégradé, là ça fonctionne mal, etc. Et qu'il y ait également cette information-là. Est-ce que cette structuration est peut-être une des bonnes structurations qui a chaque année ou chaque moitié d'année font point d'étape sur l'utilisation de cette aire. Donc moi c'est quelque chose sur lequel je suis assez favorable. Au-delà des gens, le comité de suivi pourra aussi prendre en considération les problématiques spécifiques liées aux semi-sédentaires, aux sédentaires, pour lesquels il n'y a toujours pas de réponse, puisque le plan départemental doit nous apporter des éclaircissements sur ces points. Oui, parce que
Je me permets de prendre la parole, Sébastien, parce que l'ère d'accueil des gens du voyage arrive et c'est plutôt une très bonne nouvelle. C'était quelque chose d'attendu, c'était quelque chose de nécessaire et d'utile. Les gens du voyage, eux, ils sont déjà là depuis 10 ans et aujourd'hui ils sont là sur des points différents. Donc là pour le coup sur Briançon, on les a sur le stade des Artaillots, on les a sur l'aire d'aéromodélisme au Parc des Sports, on les a en face, pas très loin de l'ancienne DZ. Et en fait, il y a aussi la complexité dans cette communauté de les faire vivre ensemble. Ils se fuient, enfin c'est compliqué, ils veulent pas forcément se mélanger. Et aujourd'hui, ça va être un sacré challenge de faire tourner cette aire. Et en tout cas, nous, sur la commune de Briançon, c'est quelque chose qu'on attendait depuis un moment et c'est très bien qu'elle arrive. Ouais, et puis par rapport à ce qui est dit là, il y a aussi des habitudes, c'est-à-dire que c'est pas le tout de faire sortir l'aire d'accueil. Donc il y a ce que disait Catherine Reiss, il y a aussi la capacité d'accueil et le bien-être sur l'aire, mais il y a aussi les habitudes, c'est-à-dire que ces personnes-là arrivent et l'habitude c'est on va aux Artaillots, on s'installe là et c'est notre habitude. Ces habitudes-là elles devront changer et puis comme on l'a toujours dit, cette aire d'accueil, puisque la structure va exister, permettra aux élus de prendre les dispositions de telle sorte à faire évacuer les lieux où les gens du voyage n'ont pas lieu de résider. Voilà. Mais je pense qu'il faudra, avant d'en arriver à cette étape-là, peut-être avoir un vrai travail de fond et de contact auprès de ces populations pour leur expliquer ce qu'il en est et pourquoi est-ce qu'on en est là et ce qu'on a fait pour eux aussi, parce que c'est une vraie politique sociale mise en place à leur destination. On a créé les logements Iridia il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Là, on arrive à l'ère d'accueil des gens du voyage, donc il y a une vraie politique autour de cette problématique au niveau de la Comcom. Donc il faudra aussi l'expliquer, même si je sais que je comprends les problématiques et je comprends aussi le fait que certaines familles ne veulent pas être l'une à côté de l'autre. Monsieur Provel. Et, puisque les groupes à problème sont répertoriés, que peut faire le gestionnaire s'il se présente à l'entrée? Comment il peut régler le problème en amont? Sur Embrun, en fait, c'est les réseaux des associations qui les fait jouer. Sur Embrun, ils jouent beaucoup sur les aides sociales. Beaucoup, parce que il leur explique que compte tenu de ce qui s'est passé sur l'aire d'accueil précédente ou sur les aires d'accueil qu'ils ont fréquentées, ils ont réussi à régler certains problèmes de famille que l'on connaît bien dans le Briançonnais, qui ne sont plus acceptés sur leurs aires d'accueil, quoi. Clairement. Et c'est souvent par ces mesures, c'est un peu du deal de coercition en disant sur ces dossiers-là qu'il faut que vous remplissiez, il y a des choses à mettre, nous on ne la remplira pas et on va contacter vos organisationnaires de telle sorte à ce que on fasse ce signalement-là et ça fonctionne. Les retours qui nous ont été faits par cette association, c'est nous ça fonctionne. Voilà. Bon, après il y aura un appel d'offres, on verra qui répond et dans quelles conditions, mais ça a l'air de fonctionner. Ouais. Y a-t-il d'autres questions ? Je soumets cette délibération aux voix. Donc pour ce mode de gestion qu'on a évoqué, y a-t-il des oppositions, des abstentions? À l'unanimité, merci. Le point numéro 3, ça concerne la modification du tableau des emplois. Donc suite au départ pour cause de mutation du chef de pôle aménagement et développement numérique depuis le 1er janvier 2020, pour le citer M. Vermogène, j'aime pas trop ça, mais c'est quelqu'un qui avait fait un travail remarquable au sein de la collectivité qu'on avait remercié. Donc il est proposé de modifier l'organigramme en s'appuyant à la fois sur les ressources disponibles internes et sur les recrutements externes, notamment en recrutant un responsable du service développement numérique STI-STG sous la houlette de Magali Rompierre, ici présente, qui assume aussi la tâche d'un très très gros pôle et avec brio. Ainsi, lors du conseil communautaire du 17 décembre, il a été approuvé la suppression d'un emploi permanent.
et de créer en parallèle un emploi permanent dans le cadre des emplois d'ingénieurs territoriaux à temps complet pour exercer les fonctions. Donc le recrutement a eu lieu dans la mesure où le recrutement a eu lieu, une personne a été identifiée et va intégrer la collectivité dans les prochaines semaines, je crois à partir du 1er avril, si les conditions matérielles et les conditions sanitaires nous laissent un peu tranquilles. Donc cette personne n'a pas le diplôme requis pour être positionnée sur le grade du cadre d'emploi d'ingénieurs territoriaux. Il est donc proposé de modifier le tableau des emplois en supprimant l'emploi permanent d'ingénieurs territoriaux à temps complet initialement créé et de créer à la place un emploi permanent du cadre d'emploi d'attachés territoriaux de la filière administrative à temps complet pour exercer les fonctions de responsable de services informatiques et numériques. Voilà. L'économie générée est environ 23 000 €. Donc on s'adapte au recrutement qui a été réalisé en sachant que c'est quand même assez compliqué de trouver des personnes sur ce champ-là dans les collectivités, avec le salaire qu'on peut leur proposer. Il se trouve que la personne qu'on a choisie est une personne qui a une vraie plus-value sur le plan développement Python, Fab Lab, tout ce qui est développement numérique, et qui, à mon sens, sera une vraie plus-value sur tous les projets qu'on veut mettre en place sur le territoire, notamment la Smart City, la Smart Mountain, le Smart Village, la Smart Town, donc tout ce qui est smart. Voilà. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Non, je la soumets aux voix. Des oppositions, des abstentions à l'unanimité, merci. Avant de clôturer ce conseil communautaire, y a-t-il des questions diverses? Pas de questions diverses, donc moi je voulais simplement, c'est le dernier conseil communautaire dans la configuration que l'on connaît sur le mandat 2014-2020. Remercier l'ensemble des élus qui se sont investis pour que la collectivité soit de plus en plus présente dans le quotidien des Briançonnais et des Briançonnais au sens large, de nos vallées jusque dans les villages. Quand on a regardé le budget, je pense que vous l'avez tous vu, le premier budget de cette collectivité, c'est le social. Plus de 5 millions d'euros. À mon sens, le faire ensemble, ce qu'on a commencé à faire, qu'on a pour certaines parties bien réussi, pour d'autres un peu moins, mais le faire ensemble, c'est sur ce pan social que je crois qu'on est attendu et on n'est pas mauvais. Voilà, 5 millions d'euros, plus de 5 millions d'euros sur le social dans le Briançonnais, c'est quelque chose d'important et je pense que les dynamiques devront également s'appuyer sur cette force de la collectivité. Donc comme je vous l'ai dit, on n'a pas tout réussi, le faire ensemble est parfois compliqué, c'est vrai, mais je crois qu'on a montré qu'on a fait preuve au cours de ce mandat quand même d'une certaine efficacité et solidarité. Ça c'est la première chose au niveau des élus, donc vous remercier d'être très souvent présent dans les réunions, d'apporter vos avis, même si parfois ça picote et ça dérange, mais je pense que c'est le lieu de la démocratie et c'est pour ça qu'on est là. La deuxième chose, c'est remercier l'ensemble des services de cette collectivité, sous la houlette de Catherine Reiss. Alors je vais pas citer chacun des services parce que j'en oublierai, ça serait mal perçu, mais les élus qui vont prendre en charge notre communauté de communes dans les prochaines semaines pourront s'appuyer sur des services qui ont été structurés, qui ont été revus. Alors la structuration, elle est quotidienne, voire mensuelle, on va dire, mais sur une structuration efficace, ça a été un travail de tous les jours. Il a été mené par l'ensemble des équipes avec une vraie passion. Et ce qu'on peut dire et ce qu'on peut laisser comme message, c'est que les élus qui vont arriver vont trouver des équipes efficaces, passionnées et totalement dévouées à leur travail. Voilà. Et je souhaiterais quand même qu'on puisse les remercier pleinement dans cette fin de mandat et peut-être les applaudir. Voilà. Donc voilà, cette dernière séance un peu bizarroïde du conseil communautaire avec des vice-présidents, des présidents en quarantaine, qui d'ailleurs vont plutôt bien. J'ai pas de nouvelles d'Anne-Marie Forjoux, je sais pas si... oui. Donc elle va plutôt bien, ouais, d'accord. Donc le président va bien, je l'ai eu hier au téléphone.
et les autres vice-présidents également, et puis avec, l'effet des élections aussi, d'autres élus sont peut-être aussi un peu sur le terrain, et voilà, donc vous remercier beaucoup, et puis vous dire que demain il y a des échéances électorales avec beaucoup de monde dans vos mairies, protégez-vous, faites attention à votre santé, et en espérant vous retrouver rapidement dans l'action pour les habitants de notre beau territoire. Bon week-end.